Poursuivons par rapport aux principes un petit peu généraux que j'ai évoqués tout à l'heure, pour essayer de se dire au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, dans ce contexte-là. Alors, on peut dire que d'un point de vue positif, on a la grande chance dans le domaine du transport, par rapport à d'autres secteurs où ça n'existe pas du tout, d'avoir une cellule internationale qui regroupe les ministres des Transports de tous les pays de l'OCDE et d'une trentaine d'autres pays. Voilà, donc ce cénacle-là, qui s'appelle l'International Transport Forum, en français on dit le FIT, le Forum international du transport, existe et donc permet une coordination des grandes orientations de transport au niveau des grands pays de l'OCDE, auxquels effectivement se rajoutent des pays qui ne sont pas membres de l'OCDE, mais qui participent à cette plateforme internationale, à ce forum, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde, etc. Donc ça en soi, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et donc ça veut dire qu'il y a un cénacle dans lequel, au niveau international, les grandes questions de transport peuvent être traitées. Ça, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas, en revanche, au niveau de l'ONU, une agence particulière de l'ONU qui traite des problèmes de transport. Il n'y a que deux agences particulières qui traitent, d'une part, des questions d'aviation internationale et qui traitent du maritime international. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau du monde. Et le fait, en particulier, qu'il n'y ait pas une agence transport au niveau des Nations Unies crée un certain nombre de soucis pour que tous les pays du monde soient associés au débat, puisque tout le monde n'appartient pas ou ne s'est pas rallié à la plateforme de l'International Transport Forum. Et il faut bien reconnaître aussi que souvent cette plateforme internationale est un petit peu bridée dans son mode de fonctionnement par le fait que, on va dire les choses comme ça, dans la hiérarchie des ministères qu'il y a dans la plupart des pays, le transport n'est pas forcément un ministère prisé. C'est pas glamour, le transport. On parle de bitume, on parle de rail, alors que c'est particulièrement important. Dans les hiérarchies des postes, si je puis dire, c'est pas forcément là qu'il y a les acteurs politiques et décisionnaires de premier plan dans les pays. Et souvent dans les pays aussi, il n'y a pas véritablement un ministère par entière des transports ou un secrétariat d'État au transport et le ministère de l'Environnement, c'est un petit peu comme le cas, mais nous on a un vrai secrétariat d'État quand même. C'est dans un ministère des Infrastructures, c'est dans un… Voilà. Et souvent ce fait-là est quand même globalement une gêne pour avancer certainement plus vite sur ces questions de transport qui pourtant sont extrêmement importantes. Alors, si on regarde un petit peu justement la façon, de manière très, très opérationnelle, les choses ont pu se passer pour venir aborder ces questions au niveau international, j'ai envie de remonter un petit peu aux années 70, pour que vous compreniez bien le contexte. Dans les années 70, et en particulier en 1970, il y a eu une publication qui a eu à l'époque énormément de résonance, Limits to Growth, les limites à la croissance, qui a été publiée par le Club de Rome. Le Club de Rome, en 1970, représentait je dirais, une certaine forme d'élite entre des représentants de différents pays, à la fois du monde privé, etc., et qui a essayé de se projeter, comme on le fait aujourd'hui, dans les 50 ans qui viennent, voire au-delà. Et dans cette publication, Limits to Growth, les perspectives à l'horizon 2030 n'étaient pas du tout
pas du tout très favorable, hein. Et globalement, ceux qui ont écrit ces publications concluaient à ce qu'en 2030, les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux, en particulier liés à l'hypercroissance, hein, n'oubliez pas, on était à l'époque dans les 30 Glorieuses, et risquer de poser de vrais problèmes, à la fois, donc, comme j'ai dit, du point de vue environnemental et du point de vue social, avec tout ça conjugué à une croissance de la population qui était envisagée. Et notamment, à l'époque, on ne pensait pas que l'on avait des réserves de pétrole et de gaz aussi importantes que celles que l'on a pu découvrir depuis. Hein. En 70, on pensait qu'on avait pour 30 ans de pétrole à peu près, au rythme d'exploitation de ce que c'était ces années-là. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on en a en fait pour plusieurs siècles, hein, au rythme d'exploitation d'aujourd'hui. Peut-être moins accessible, mais enfin, voilà, on est capable effectivement d'aller les trouver à un prix peut-être un peu plus élevé, etc. Mais ce n'est pas la pénurie qui est le problème à ce stade. En revanche, c'est vrai que se posent aujourd'hui un certain nombre de questions environnementales en particulier, et c'est peut-être à travers le prisme environnemental que justement les questions de transport ont émergé le plus aujourd'hui. Hein, avec les questions climatiques, les questions de pollution, etc. Et en particulier les questions climatiques. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, justement, après cette publication qui avait fait grand bruit en 1970, il y a eu en 1972 le premier grand sommet mondial, hein, à Stockholm. C'était le premier sommet de la Terre, hein, sur l'état de l'environnement de la Terre et du développement social. Et cela a conduit en particulier à décider à partir de 72 de rencontres décennales, hein, tous les 10 ans. Et alors là, on commence à rentrer déjà dans un des problèmes un petit peu de ces grands rassemblements onusiens, hein, qui sont toujours sur des délais très longs. Sur des délais très longs. On décide de se voir, puis après on va se voir dans 10 ans. Donc 72, il y a une chose assez intéressante quand même, puisque ça conduit notamment au niveau des Nations Unies à créer un programme des Nations Unies sur l'environnement, hein, qui est vraiment le thème central à ce moment-là. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce point, et à créer ce programme environnemental qui continue d'exister et qui est intéressant, et à avoir ces rencontres décennales. Mais entre 72 et 82, finalement, alors que l'on rentre dans des périodes où on a un vrai choc pétrolier, hein, de 73, etc., il ne se passe finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, pas grand-chose. Les pays réagissent en créant l'Agence internationale de l'énergie en 74, et vous aurez une intervention de l'Agence internationale de l'énergie, dont la vocation initiale au départ est de garantir aux pays occidentaux un approvisionnement énergétique. Hein. Échaudés comme ils l'ont été par le choc pétrolier de 73, ils créent cette agence dont la vocation est de garantir effectivement pour tenter de garder la croissance. Bon, et l'agence a bien fait son travail, hein. Elle a amené je dirais, la capacité à développer davantage de puits, à créer de l'extraction supplémentaire. Donc ça, c'est bien passé. Mais finalement, sur les considérations environnementales et autres, il y a une sorte d'assoupissement. Hein, la rencontre de Nairobi en 1982, donc 10 ans après, ne conduit absolument à rien. Et on peut dire que ça se passe dans à peu près, je dirais, l'indifférence générale des pays, hein, ça paraît un petit peu étonnant. Et ça n'est véritablement qu'en 92, hein, donc 20 ans après Stockholm, qu'avec le sommet de Rio, il se passe des choses intéressantes. Hein. Là, vraiment, c'est le sommet de la Terre. Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi cela. Hein, en 1992, et c'est à l'occasion de ce sommet de la Terre qui a été préparé, hein, je vous le rappelle, par le premier rapport en 1990 du GIEC, hein, ce groupement international sur l'étude du climat, et qui permet de situer un petit peu la question de l'environnement climatique surtout. Et je rappelle d'ailleurs qu'en 1990, quand ce premier rapport sort, les experts ne concluent pas véritablement à
un problème de changement climatique, hein. Ils sont encore un petit peu dubitatifs. C'est sur la suite que les choses vont techniquement se préparer. Mais enfin, on commence à sentir qu'il y a une véritable prise de conscience des populations, des États, et qu'en 92, il se passe un certain nombre de choses, et en particulier, il se crée en 92 et pris la décision de créer 3 COP, hein, les Conference of Parties. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est Conference of Parties, dans le langage onusien, un party, c'est un pays, tout simplement. Hein. Donc, le Conference of Parties, c'est une commission, enfin, c'est un rassemblement de tous les pays, donc les 196 pays qui sont membres de l'ONU, y compris l'Union européenne, qui apparaît comme un pays. Et à ce moment-là, il est décidé véritablement de créer 3 COP, donc 3 grands types de réunions internationales sur 3 sujets particuliers qui sont le climat, hein, qui sont la diversité biologique et qui sont la lutte contre la désertification. On a bien pris conscience qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans le monde qui sont négatives, et donc ces 3 dimensions-là sont prises en compte. Alors, rien de particulier sur le transport, comme vous le voyez, hein, mais en revanche, c'est à travers la dimension climatique que l'on va avoir le maximum d'intervention sur cette notion d'une nécessité de commencer à faire très très attention à l'évolution du transport, compte tenu de ses émissions de CO2, compte tenu de ses pollutions, compte tenu de tous les événements dont je vous ai parlé, hein. Et ça, c'est très important. Alors, avec une mise en branle toujours au rythme onusien, c'est-à-dire qu'après avoir décidé en 92, ça n'est pas avant 95 que les premières COP, hein, COP climatiques, sont mises je dirais, en activité, et c'est la réunion de 1995 à Berlin. Vous voyez, on se rapproche un petit peu de l'histoire présente. Entre-temps, le sujet de la réunion de 1992 est suivi d'une réunion décennale, hein, c'est 2002, c'est Johannesburg. Vous vous souvenez, c'est là où le président français Chirac dit « la maison brûle et on regarde ailleurs ». Et c'est vrai que l'attention des pays sur les questions climatiques reste encore extrêmement faible. Et il faudra à nouveau attendre, vraisemblablement, voilà, le Rio plus 20, c'est-à-dire 2012, c'est-à-dire en fait 40 ans après les grands signaux d'alerte de Stockholm, pour avoir effectivement des décisions relativement importantes en 2012, hein, à Rio plus 20, qui vont conduire quelques années après, en 2015. 2015 va être un très bon cru, hein, au niveau international, puisque d'une part vont être signés les ODD, les objectifs de développement durable, hein, les 17 objectifs de développement durable, qui vont justement du traitement de la question climatique, à la question de l'éducation égale entre petits garçons et petites filles, notamment dans les continents où ça n'existe pas encore, à l'éradication de la pauvreté. On évoque des choses quand même très importantes, je dirais presque en se donnant des objectifs un peu irréalistes, hein. Mais ça, c'est 2015, c'est la signature de ces objectifs de développement durable. Bien évidemment, dans ces objectifs de développement durable, le transport est pris en compte par le fait qu'il s'agit de pouvoir baisser son impact climatique, mais surtout de pouvoir améliorer notamment les rendements agricoles par le fait d'une meilleure préservation, d'une meilleure accessibilité aux produits agricoles, etc. Le transport intervient aussi dans l'éducation, notamment en Afrique pour les petites filles, pour les emmener à l'école, etc. Donc, on voit aborder le transport sous ces angles-là, hein. Mais c'est véritablement avec la COP 21 de 2015 que, à travers cette question climatique, le transport est mis en avant compte tenu de sa contribution très, très importante. Alors, je vous ai brossé comme ça un tableau un petit peu rapide, hein, sur quasiment 45 ans, mais c'est simplement pour vous expliquer la lenteur, même s'il est absolument essentiel qu'il y ait ces rendez-vous onusiens et internationaux, mais la lenteur avec laquelle les concepts arrivent à émerger, à bien être forgés, et la lenteur avec laquelle finalement les pays s'engagent. Parce qu'on arrive donc en 2015 avec l'accord de Paris,
Et là, c'est très intéressant parce que c'est un vrai succès, hein, c'est un vrai succès de la diplomatie française, il faut s'en féliciter. C'est quand même un accord qui est intéressant puisqu'il manifeste le fait qu'on a envie de travailler, qu'on se donne l'objectif globalement, tous ensemble, hein, à 196, de baisser les émissions de CO2 dans le monde à l'horizon du début de la deuxième moitié de notre siècle, hein, donc vers les années globalement 2070, hein, et c'est intéressant, et d'essayer de maintenir l'élévation des températures à, comme on dit en anglais, well below 2 degrees, hein, bien en dessous, mais on sait que le bien en dessous, c'est à peine, oui, c'est 2 ou un petit peu moins de 2, puisque toutes les perspectives qui consistent à essayer de viser 1,5 degré à la fin du siècle, plus personne n'y croit. Enfin, voilà, on a encore des articles qui en parlent, etc. Mais quand je parle, moi, avec un certain nombre de gens du GIEC, personne n'y croit. Voilà, personne n'y croit, donc il faut être extrêmement clair. Disons que si on arrive à avoir quelque chose à 2 degrés, ce sera extrêmement bien. Ce sera extrêmement bien. Ce n'est pas garanti, il faut tout faire pour. Voilà, mais il faut essayer d'avoir des objectifs réalistes et pas continuer à rêver, à dire des choses qui ne vont pas arriver, parce que de toute façon, les pays n'ont pas envie globalement que ça se passe. Alors cet accord, il est très important, parce qu'effectivement, dans la mesure où le transport représente, hein, 15%, j'arrondis un petit peu les chiffres, mais représente 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde aujourd'hui. 15%. C'est, vous allez me dire, c'est peut-être pas la dimension la plus importante. Elle est très importante et surtout, c'est une des plus compliquées à essayer de réduire, hein, Il faut bien avoir en tête les chiffres là, correspondants, parce que quand vous regardez la littérature, vous voyez plein de chiffres. Alors, je vais vous les positionner pour être bien précis. Le transport, dans ses variantes à la fois mobilité des personnes et logistique, au total, représente 15% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. OK? Donc ça, c'est très important. Mais vous voyez aussi parfois le chiffre de 25%. 25%, c'est la part du transport dans les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la combustion d'énergie fossile, c'est-à-dire la combustion du charbon, il n'y en a pas beaucoup dans le transport, du gaz naturel, il y en a un petit peu dans le transport, et surtout du pétrole qui effectivement est là dans le... Vous voyez donc la différence, hein, le transport représente 15% des émissions totales, y compris l'agriculture, y compris enfin, tout ce que l'on veut, et représente 25% des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement du CO2, liées à la combustion des énergies fossiles. Il faut bien faire la différence, hein, parce que parfois les gens disent 25, non, c'est 15 au total, mais ce poids de 25 dans l'équation énergétique est très important. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, là, 25% de la consommation de la combustion des énergies fossiles, c'est un poids très important. Et donc, le transport est véritablement quelque chose qui est mis en avant. Alors, il faut bien voir que dans cet accord de Paris, qui est tout à fait intéressant, hein, moi j'adhère pleinement, j'avais l'occasion d'y participer en tant que représentant du monde non étatique sur le sujet du transport, et je pense que c'est un... Sauf que pour arriver à un accord, on a soigneusement mis de côté toute l'aviation internationale, en considérant que ça ne faisait pas partie de l'accord et qu'il y a là une agence spéciale, hein, qui s'en occupe, voilà, et qui est déjà intergouvernementale. On a sorti également le maritime. Donc il reste en définitive tout ce qui est transport terrestre, hein, ou le transport aérien national, mais qui ne représente pas évidemment ce poids considérable et ces enjeux considérables que représente la mobilité aérienne internationale. Voilà. Donc, c'est là où on voit effectivement en 2015 que cet accord est intéressant, mais il évacue deux gros points difficiles, hein, et surtout, pour arriver à un accord, finalement, un accord dit binding, hein, en anglais, c'est-à-dire contraignant, liant, hein, je préfère le mot de liant que contraignant, même s'il est effectivement contraignant, les pays s'engagent
on ne les force pas à faire, hein, contrairement à l'esprit qu'il y avait eu en 1997 dans le traité de Kyoto. Hein. Là, chaque pays dit, voilà moi ce que je suis prêt à faire. Bien. Mais une fois qu'il a dit qu'il était prêt à faire, il s'est engagé. Et à ce moment-là, le point difficile, c'est que s'il s'est engagé et qu'il a des pénalités si jamais il ne fait pas ce qu'il a dit, il faut qu'il y ait des processus de contrôle. Et vous comprenez évidemment que c'est dans la mise en place de ces processus de contrôle que se pose aujourd'hui l'essentiel des difficultés. Et c'est pour ça que depuis 2015, quand on regarde un petit peu les progrès qui ont été faits en termes concrets pour avancer vers la mise en place du traité de Paris, il n'y a pas grand-chose en définitive. Alors j'espère qu'à Glasgow, l'an prochain, on arrivera à des résultats un peu plus significatifs. Aujourd'hui, peu de pays ont renouvelé ce qu'on appelle les NDCs, c'est-à-dire les contributions déterminées à titre national pour dire voilà, je m'engage à faire ça. Mais surtout, le processus achoppe à ce stade pas mal encore sur le processus de contrôle, en définitive. Et vous imaginez bien que des pays, je vais mentionner la Chine, mais il y en a d'autres, hein, qui sont prêts à faire des choses. Hein. Je connais assez bien les Chinois, ils sont tout à fait prêts à faire des choses et ils vont le faire. Mais la notion même d'un contrôle sur ce qu'ils font leur est positivement difficile à accepter. Donc les modalités sont... C'est pour ça que tous ces processus-là sont lents, hein, sont très très lents. C'est pour ça que je suis remonté à 70. On commence vraiment à prendre conscience des enjeux, et surtout 72 avec Stockholm. Et puis aujourd'hui, et on voit bien que autant ces négociations au niveau international sont absolument essentielles, autant le processus est terriblement long et on ne peut évidemment pas compter sur ce processus-là pour être celui qui va nous donner la bonne dynamique pour résoudre les problèmes et véritablement transformer. Alors moi, ce que j'apprécie quand même dans cette approche climatique, c'est que parfois elle reçoit un peu trop d'attention par rapport aux autres dimensions que j'ai essayé d'évoquer dans ma première conférence, mais c'est que l'aspect climat a vraiment situé un horizon d'action, a clairement identifié des secteurs où il faut faire des choses, et le transport en est. Hein, et ça permet quand même effectivement de remettre ce thème du transport et de la transformation surtout du transport au sein des véritables priorités que les pays doivent se donner. Voilà. Donc ça, c'est quand même la grande vertu de cet accord. Mais ne comptons évidemment pas sur ces accords internationaux pour pouvoir nous donner effectivement le bon tempo. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays, notamment européens, dont la France, ont décidé d'essayer de faire en sorte de décarboner leur économie d'ici 2050. Bon, et ça, c'est quand même intéressant, mais 2050, c'est dans 30 ans. Et donc, si on veut faire des choses dans 30 ans, il ne faut pas chômer. Et donc, on va essayer de voir ensuite comment les choses peuvent se passer. Ce qui est intéressant, la remarque que je me permettrai de faire, c'est la suivante. C'est de dire que j'ai insisté un petit peu sur la nécessité, mais la lenteur de ces négociations internationales, mais on a tous en tête un cas où l'ONU a su aller vite, hein, et où les pays ont su aller très vite. C'est pour traiter le problème du trou d'ozone, hein, avec le problème lié aux chaînes halogéno-carbonées, hein, utilisées dans un certain nombre de systèmes de froid en particulier. Et là, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un problème de trou d'ozone. Et les choses là ont pu aller très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu une conférence à Vienne, hein, en 1985. Et c'est intéressant, on a abouti à un accord en 1987, extrêmement rapide. L'analyse que j'en fais, c'est qu'on avait les mêmes types de négociateurs, hein, globalement. Mais je crois véritablement que là, les pays, avec ce trou d'ozone, ce fameux trou d'ozone, tous les pays ont eu peur véritablement qu'on s'achemine vers une catastrophe au niveau planétaire. Et donc, devant cette peur, on a été capable de réagir extrêmement vite.
je crois qu'à contrario, ce que l'on voit, c'est que sur les questions climatiques notamment, qui sont devenues un petit peu le driver, hein, l'élément qui tire la transformation nécessaire dans un laps de temps linéaire, il y a une certaine inquiétude, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas assez de peur, en définitive, pour que les pays s'organisent, s'alignent et décident de faire quelque chose. Voilà. Bon, me permet cette critique. J'apprécie beaucoup les négociateurs qui sont à l'ONU. Ils font beaucoup de travail et leur travail est très compliqué. Enfin, force est de reconnaître que ça n'avance pas quand même extrêmement vite. Mais voilà, espérons que les choses, à partir de Glasgow, donc en 2021, novembre 2021, vont pouvoir effectivement s'accélérer. Mais vous voyez que là encore, si le climat est devenu un des éléments de transformation du transport, bien reconnaître que le climat n'est qu'un des éléments, comme je l'ai dit dans ma première conférence, pour aller vers ces mutations-là. Et ce qui est surtout intéressant dans le processus international, c'est que les COP, dans l'aspect climat, ne sont pas traités par les ministres des Transports, mais par les ministres de l'Environnement. Et moi, j'ai donc participé de très près à plusieurs de ces COP. J'ai essayé, en lien avec l'International Transport Forum, d'insérer au sein de Paris, puis de Marrakech, une réunion de ministres des Transports. Mais ça a été extrêmement compliqué. On a fait ça avec un petit noyau de gens tout réduit, parce que, là encore, segmentation. Les COP climat, c'est l'environnement, ce n'est pas le transport. Et donc, finalement, c'est au ministre de l'Environnement de traiter ces questions-là, qui ne sont pas forcément des spécialistes du transport et qui ont beaucoup d'autres priorités dans leur… Vous voyez, donc, ça paraît important de traiter ça pour se dire, certes, au niveau des pays, très impliqués donc, dans ce processus international, ce processus est essentiel, il faut vraiment tout faire pour qu'il avance, mais il n'avancera pas très vite et il ne va pas mettre d'accord, il ne mettra pas évidemment d'accord les pays sur un objectif qui serait un objectif de diminution draconienne des énergies fossiles. Parce qu'un certain nombre de pays, je pense à la Russie, je pense bien évidemment au Moyen-Orient, etc., ne vivent que de ça. Mais là, si vous prenez un pays comme la Russie c'est un exportateur de pétrole et de gaz, quasiment pas d'industrie, voilà. Et donc, comment voulez-vous que ces gens-là adhèrent pleinement à des objectifs extrêmement ambitieux d'une transformation totale? C'est pas envisageable. Il faudrait des compensations tellement importantes de la part des autres pays. Comme beaucoup de pays sont endettés aussi, ont des problèmes de solvabilité, la Covid ne va pas arranger les choses, et donc il faut être extrêmement réaliste là-dessus. C'est pour ça que je dis, si on arrive à coordonner les actions pour faire que ça baisse de 2 degrés en 2050, à la fin du siècle, ce sera extrêmement intéressant. Voilà. Donc ça, je crois que c'est important de bien comprendre ce qui se passe, de bien comprendre donc cette grande dimension onusienne au niveau des pays, cet atelier de travail qui existe au niveau de l'International Transport Forum avec les ministres des Transports. Mais quand je regarde le fonctionnement de ce International Transport Forum depuis plusieurs années, il n'aborde pas la question centrale du changement climatique, dont j'ai expliqué précédemment que justement c'était ce qui avait permis au niveau international d'amener le transport dans ce processus de transformation, au prétexte que les États-Unis, qui sont le principal financier de ces organisations-là, et notamment de International Transport Forum, ne souhaitent absolument pas que l'on traite des transformations associées à une volonté de traiter la question du climat, puisque les États-Unis sont sortis des négociations au climat. Alors, peut-être que les négociations de Géorgie, et surtout le vote de Géorgie qui s'est passé hier, et dont on attend les résultats, va faire que le Sénat, peut-être, basculera dans le camp de ceux qui sont plus favorables à une reprise de la participation des États-Unis dans le… Donc, cette élection de Géorgie, elle est fondamentale pour la dynamique qui va se produire dans les quelques années qui viennent. On verra ce qu'il en est. Si les États-Unis reviennent effectivement dans le débat, ça lèvera beaucoup d'hypothèques, beaucoup d'obstacles, et on pourra avancer, je dirais, avec plus de dynamisme. Et ça, c'est donc tout à fait essentiel.
Voilà. Alors, il y a ce contexte international, et dans ce contexte international, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, il y a des pays qui ont été au départ assez freineurs hein, sur ces objectifs de transformation climatique et autres, notamment la Chine, parce qu'elle avait un certain nombre de retards, mais elle travaille beaucoup et elle sera certainement, je pense, un des très très grands artisans de la mutation énergétique hein, et de toutes les technologies qui vont aller avec dans le transport. Je n'en doute absolument pas, c'est un de leurs grands caps stratégiques et ils vont faire des progrès tout à fait notables. Et comme je l'ai dit, toute la structure nationale est organisée, université, tout le monde travaille sur les questions d'électrification avec la volonté de faire que, comme c'est le cas aujourd'hui dans la production d'électroménager ou de choses comme ça, demain la Chine soit véritablement un pays très 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 dominant hein, dans cette mutation des chaînes de traction des véhicules, hein, quels que soient les véhicules, avec un accent mis là-dessus. Et comme je l'ai dit, toute la chaîne asiatique, Japon, Corée du Sud, Japon et Chine, est véritablement totalement en pointe sur ces questions-là. L'Occident a complètement baissé la garde, notamment sur l'industrie de la batterie, alors que l'industrie de la batterie, encore dans les années 70, était extrêmement forte. Hein. Moi-même, j'ai travaillé chez Saft pour ça, parce que j'étais persuadé dans les années 70 que la mutation allait s'opérer et que donc l'avenir était aux véhicules électriques, etc. Je me suis trompé. Hein. Et on a laissé s'affaiblir nos capacités industrielles, ce qui est très dommage, alors que toutes les technologies dont on parle aujourd'hui, notamment sur le lithium, hein, on peut dire que l'essentiel des brevets sont des brevets français. Moi, j'ai vécu tout le début du lithium quand je faisais ma thèse en électrochimie sur ces questions-là. Voilà. Et puis, toute l'exploitation s'est faite Corée du Sud, Japon et Chine. Et la Chine a des capacités absolument extraordinaires. Bon, mais indépendamment de ça, hein, ça, c'est les pays qui ont une capacité en plus à faire des véhicules, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, avions, etc. Et puis, il y a des pays qui n'ont pas ces capacités-là, mais qui ont décidé d'aller extrêmement vite. Et donc, je pense évidemment aux pays du nord de l'Europe qui ont lancé des stratégies tout à fait efficaces. Bon, alors vous avez un pays comme la Norvège, qui est petit pays évidemment, hein, je ne sais plus combien d'habitants, 5 millions ou 8 millions, je ne sais plus, 5 millions peut-être, qui est le fer de lance hein, de la mutation du transport, avec un passage très 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 fort à l'électrique, des encouragements d'État. Bon, c'est un pays hyper riche, lié justement aux exportations de gaz et de pétrole, mais qui a une stratégie extrêmement claire, justement, de diversification et de protection de son environnement, c'est certain. Mais vous avez en dessous des pays comme le Danemark, comme la Hollande, qui vont très, 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 très vite dans la promotion, justement, de systèmes alternatifs avec des objectifs extrêmement ambitieux, extrêmement rapides. Hein. Alors, parmi les choses qu'on peut signaler, que l'on n'a pas chez nous, hein, c'est pas clair, mais je prends une ville comme Copenhague, hein, qui s'est donné l'objectif il y a plusieurs années d'être une ville zéro émission, alors zéro émission de pollution, hein, en 2025. Et j'avais récemment vu un vice-maire de Copenhague, il m'a dit, mais on tiendra l'objectif. Hein. Donc en 2025, la ville sera zéro émission, avec un transport zéro émission. C'est quand même assez intéressant. Ils ont suivi un processus qui est très classique dans un certain nombre de pays, hein, c'est-à-dire de passer d'une zone basse émission, ensuite à une zone élargie, à une zone très basse émission, et puis ensuite une zone zéro émission. Hein. C'est un processus que Tokyo a engagé en 2003, hein, avec des résultats absolument extraordinaires, remarquables, hein, remarquables en quelques années, vraiment. Londres l'a lancé en 2008, hein. Il y a 450 villes dans le monde qui ont lancé ça aujourd'hui. Bon, en France, on n'a pas vraiment ça. Hein. On a des choses à Paris, on a des choses à Strasbourg, on a des choses à Grenoble. Paris, notamment, c'est parti avec le système des vignettes. Vous savez, mais les vignettes, c'est très bien lorsqu'il y a des crises, mais ça ne prévient pas les crises, hein, ça n'empêche pas. Et donc, les niveaux de pollution moyens restent sensiblement les mêmes. Il y a eu une stratégie véritablement dans ces pays, notamment dans les pays nordiques, là, d'aller
vers cette situation graduelle, on aura l'occasion d'en reparler, pour se rapprocher de situations beaucoup plus favorables. Je prends un pays comme la Hollande. La Hollande, elle a comme objectif en 2025, d'avoir dans toutes les villes de Hollande des zones zéro émission pour le fret et d'être zéro émission pour le fret en 2030. Voilà. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est de regarder dans cette panoplie des objectifs que se donnent les pays, et on aura l'occasion d'y revenir dans la présentation de l'Observatoire Climate Change avec Amaury Parel et Antoine Gillot en particulier, pour voir un petit peu ce qui se passe dans les différents pays. Et là, quand on regarde, eh bien, on est amené à se dire que nous n'avons pas, nous en France, globalement, une dynamique très très forte, très très forte dans ces domaines. On s'est donné un objectif de décarbonation de notre économie en 2050. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été faites avec les scénarios, le scénario national bas carbone, avec les plans pluriannuels énergétiques. Il y a des outils qui sont intéressants, mais globalement, dans la mise en œuvre et les objectifs de court terme, nous ne faisons pas partie du front de peloton, du début du peloton, et on ne voit pas très bien comment on va arriver à tenir ces objectifs que l'on a pourtant donné, d'être décarboné en 2050. On n'est pas parmi les plus mauvais, bien évidemment, mais on n'est pas parmi les bons. Voilà. Et je pense que ce qui est important dans les conférences que l'on va voir ensemble, là, c'est de bien situer justement ce qui peut être fait, ce que certains pays ont engagé, et ce que nous-mêmes nous faisons, avec toute la capacité de rattrapage que l'on pourrait lancer, et notamment, et c'est tout l'intérêt d'un projet comme Orbimob dont on parlera, de rattraper les choses à un niveau local qui peut exonérer d'un certain nombre de difficultés opératoires dans le millefeuille administratif, etc. Mais c'est très important de regarder effectivement dans ce contexte international comment ont évolué les différents pays. Voilà. Alors ça, je crois que c'est important. Et je voudrais aussi, dans ce panorama international, essayer de bien resituer les grands axes de travail. Les grands axes de travail. Parce que ceux-là sont communs, il faut les creuser. Certains ne sont pas suffisamment creusés et ouvrent en fait des perspectives extrêmement intéressantes pour ceux qui s'intéressent à la question. Il y a un axe, si on veut réussir, qui est absolument essentiel, c'est celui, quel que soit le mode de transport que l'on regarde, l'avion, le train, le bateau, les voitures, les camions, les trams, les bus, etc., c'est un accent majeur sur la baisse de consommation. Voilà, il faut que, quel que soit le choix énergétique, quel que soit le choix de chaîne de traction utilisée, un accent majeur soit mis sur la baisse de consommation. Bon. Alors, techniquement, on sait faire. On voit en revanche que sur le marché, ça ne suit pas tout à fait ce système-là. Et qu'en particulier, si on regarde les voitures, l'envolée depuis quelques années des SUV a complètement infléchi les courbes et qu'on n'est pas du tout dans une perspective d'infléchissement notable de la consommation des véhicules, mais c'est vrai pour tous les véhicules. Voilà. Parce que globalement, nous sommes dans des conceptions que j'ose qualifier d'un petit peu anciennes, de véhicules lourds. Parce que le lourd assure un certain confort, d'une part, une certaine solidité, bien évidemment, une certaine protection, quelles que soient les choses. Alors que, très bien, mais maintenant, il faut miser sur du léger, faiblement consommateur d'énergie et doté de tous les systèmes d'évitement d'accidents que j'évoquais précédemment. Et c'est dans ce axe-là qu'il faut aller. Et les marchés aujourd'hui, je dis bien les marchés aujourd'hui, prennent ce virage très, 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 très lentement.
hein, très lentement. Alors, il y a des tas de raisons, hein, en particulier les dogmes qui existent chez les constructeurs d'avoir le minimum de plateformes, bon, bah, font que dans bien des cas, on a des plateformes qui sont en fait peut-être moins chères, mais surdimensionnées. Ça bloque un certain nombre de technologies, notamment dans le cadre d'électrique. On voit que les véhicules électriques d'aujourd'hui sont des véhicules électrifiés et non pas de vrais nouveaux véhicules électriques où on devrait trouver des moteurs dans les roues et non plus des moteurs centrales avec des moteurs centraux avec toute la tringlerie qui va avec, etc., qui sont pour moi des aberrations, hein, j'ose le dire, un petit peu des aberrations technologiques, mais compatible avec le dogme actuel des plateformes uniques, etc. Donc, il faut vraiment qu'on aille dans ce domaine, hein, de la baisse absolue des consommations. Et on voit bien que les recherches sont dans ce domaine-là. Les marchés n'ont pas encore complètement embrayé. Deuxième dimension, c'est évidemment l'électricité décarbonée. Hein, fondamentale. C'est la clé. L'électricité décarbonée et les dérivés, dont l'hydrogène, hein, l'hydrogène, on va essentiellement l'obtenir à partir d'électrolyse de l'eau électrolysée par de l'électricité décarbonée, c'est la clé vraiment de la mutation. Bien sûr, ça n'est pas la seule, mais si l'on veut aller vers une assez forte décarbonation du transport, qui est un sujet compliqué, hein, je rappelle que globalement, le transport aujourd'hui, c'est aux environs de 8 millions de tonnes, hein, d'équivalent CO2 émises par an. Moi, quand je regarde la situation telle que je la connais, je pense qu'à l'horizon 2050, si on travaille très fort, très bien, on peut descendre à 3 millions de tonnes. Je doute que l'on aille en dessous de ça. Bon, mais ça suppose que nous passions à beaucoup, effectivement, d'électrification, pas totalement, mais beaucoup, une utilisation également d'hydrogène à partir d'électricité décarbonée. Et donc cet axe-là, il est fondamental, hein, l'axe électricité décarbonée, quelles que soient les technologies pour décarboner. Je rappelle que dans ce domaine-là, le pays le plus vertueux, qui est la Norvège, hein, dont j'ai déjà parlé, parce que tout y est hydroélectrique, hein, et puis le pays le moins vertueux, qui est l'Australie, où tout est centrale à charbon, hein, globalement, on a une échelle de plus de 40 en densité d'émissions. Hein, c'est-à-dire que la Norvège est à moins de 20 grammes de CO2 du kilowattheure, alors que l'Australie est à plus de 800. La Chine doit être vers les 750 ou choses comme ça. Et donc, il faut faire très, très attention, parce que lorsque j'entends des affirmations sur le monde du véhicule électrique ou des technologies électriques, où on dit finalement, c'est pas meilleur si on prend le bilan d'analyse de cycle de vie, etc. Je dis, attendez, soyez sérieux, dites-moi où vous faites votre comparaison. D'accord? C'est-à-dire que sur de l'électricité norvégienne, avec un véhicule qui serait fabriqué en Norvège, des batteries qui seraient fabriquées en Norvège, vous avez un bilan global de cycle de vie exceptionnel. Si effectivement vous faites votre véhicule en Chine avec des batteries chinoises et que vous utilisez de l'électricité chinoise aujourd'hui, le bilan n'est pas bon. Voilà, c'est clair. Mais dans un pays comme la France, qui est, je ne sais plus quel chiffre est exact aujourd'hui, mais en dessous de 100 grammes de CO2 au kilowattheure, hein, qui est un bon pays du fait du mix que l'on a, bon, là, on a quelque chose qui serait conçu, fabriqué chez nous et exploitant bien sûr de l'électricité nationale, on a une situation positive. Voilà. Alors évidemment, si on intègre le fait que la batterie a été faite en Chine, etc., ça n'est pas possible, mais il faut raison garder et se dire qu'est-ce que je suis en train de dire. Voilà. Bon, donc là, il y a véritablement des orientations qui sont à prendre, des langages de vérité qui sont à donner, alors qu'aujourd'hui, ce que l'on entend est quand même faussé justement par le fait que ça ne tient pas compte de cette diversité de situations et de cette diversité de lieux de production envisageables. Et ça, c'est le deuxième. Hein, donc, baisser la consommation, faire un effort colossal partout sur l'électricité décarbonée et ses dérivés, qui peuvent être de l'hydrogène, qui peuvent être aussi ce qu'on appelle les électrofuels, c'est-à-dire des carburants, hein, que l'on aurait obtenus à partir de l'hydrogène, d'électrolyse de l'eau, recombinée avec du CO2, ce qui nous donne des chaînes hydrocarbonées. Hein. On sait très bien faire ça. Bon,
pas forcément donné, etc. Mais en termes de bilan CO2, c'est quand même intéressant et c'est une voie. Notamment, les Allemands voulaient beaucoup développer ça après l'accord de Paris. Ils sont maintenant plus sur le développement des modalités électriques. Ils sont parfaitement vus que c'était bien. Bon, mais c'est un axe majeur. Donc, baisser la conso, orienter vers l'électricité décarbonée, travailler bien évidemment sur les biocarburants. Le biogaz a pleinement sa place là-dedans. Hein. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas imaginer que l'ensemble des transports bascule globalement sur du biogaz. On n'en a pas assez. Hein, on n'a pas assez. Je rappelle qu'une très belle étude qui a été faite par Entreprises pour l'environnement en France pour essayer de voir si la décarbonation en 2050 de notre économie était un fantasme ou pas. On peut décarboner notre économie française d'ici 2050. Mais un des freins que nous allons avoir, c'est celui de la disponibilité de la biomasse en France. Et vous vous rendez compte qu'en France, on a beaucoup de biomasse. Hein. On est un pays où 31% du pays est couvert de forêts, etc. On a une agriculture florissante quand même, etc. Et donc, dans un pays comme le nôtre, on ne pourrait pas le faire. Voilà, compte tenu des autres engagements aussi d'utilisation de biomasse dans d'autres secteurs que le transport. Donc, il faut, là encore, bien voir qu'on va travailler sur ce mix hein, d'énergie, mais allons à fond aussi dans ces domaines-là. Hein, je crois que c'est absolument essentiel. Et puis, bien évidemment, travaillons aussi sur une autre dimension qui n'est pas ou très peu utilisée. C'est ce qu'on appelle en anglais le CCUS, hein, Carbon Capture, Use and Sequestration. C'est-à-dire la captation du carbone, son utilisation, hein, et éventuellement sa séquestration. Ça, c'est une grande voie qui est importante. Pourquoi? Parce que, puisque notamment dans le domaine du transport, nous ne serons pas capables de décarboner d'ici 2050 ou 2060. Nous ne serons pas capables. Hein, ça, je l'affirme. Il est essentiel, si nous voulons malgré tout continuer à avoir cette idée d'une économie en zéro émission nette d'émissions de gaz à effet de serre entre 2050, 2070, etc., il faut que nous développions une industrie de la captation, de la réutilisation de ce CO2, voire de sa séquestration. Voilà, selon des modalités que j'ignore. Je ne sais pas combien on séquestrera, je ne sais pas combien on sera capable d'utiliser, etc. Mais il faut au moins pousser la recherche. Ce qui est dramatique aujourd'hui au niveau international, c'est que on ne travaille pas suffisamment sur ces questions-là. Hein, comme si, et c'est ce qui m'a d'ailleurs été dit par certains gouvernements, que je ne nommerai pas, de dire oui, mais si on travaille trop sur ces questions de capture, de séquestration, etc., on ne va pas suffisamment inciter les entreprises à développer des technologies complètement bas carbone. C'est d'une puérilité affligeante. Affligeante. Hein. Voilà. Il faut encourager et aller le plus loin possible dans la décarbonation des solutions, mais il faut en même temps qu'on développe tout un pan de recherche et d'industrie sur ces questions d'utilisation. Je dis toujours, mais vous voyez ce que font les huîtres. Hein, le CO2 de la mer, elles le prennent, elles en font du calcaire. À la limite, voilà, on saurait faire du calcaire, on peut en faire des choses bien plus intelligentes encore. Donc, captons, et ce n'est pas si compliqué que ça de capter du CO2 qui sort d'une usine pour ensuite le transformer. Il y a une équation économique positive là-dedans, à la condition, bien évidemment, et c'est peut-être le dernier point que j'évoquerai là avant de passer à quelques questions, à la condition que l'on sache au niveau international, parce qu'il ne peut en être que comme ça, c'est-à-dire au niveau international, que l'on sache donner au gaz à effet de serre une valeur économique. Une valeur économique. Hein. Et ça, c'est un point important, cette valeur, ce qu'on appelle le carbon pricing, hein, le prix du CO2. Je peux faire parler de la valeur économique du carbone, parce qu'on lui donner différentes valeurs. Bon, au lendemain de la COP21, j'avais assisté à une réunion extrêmement intéressante entre financiers, énergéticiens, politiques, etc. Il y avait un relatif consensus qui était sorti de cette réunion, qui n'avait rien d'officiel, donc il n'y a plus de publication, etc., mais qui consistait à dire à 30 € la tonne de CO2, à 30 € la tonne de CO2, le charbon ne devient plus compétitif par rapport au gaz, qui a quand même des vertus de propreté beaucoup plus grandes en termes d'émissions, même si en termes d'émissions de CO2, on gagne, si on le ramène au transport, c'est 15% à peu près, mais enfin bon, sur les centrales, etc., on gagne beaucoup. Oui, 30 € la tonne.
50 € la tonne serait le niveau auquel on rentabilise véritablement les énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. 100 € la tonne serait le prix auquel les investissements justement de transformation du CO2, de captation, d'utilisation, d'extraction deviendraient rentables. Donc c'est intéressant. Hein. Et donc j'ai envie de dire que, titre personnel, j'aimerais que au niveau international, parce que c'est au niveau international qu'il faut que progressivement ça intervienne, ce prix du CO2 atteigne au moins rapidement le niveau de 50 et se projette vers les 100 €. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de rajouter de la fiscalité à ce qui existe déjà. Il faut avoir l'intelligence de le faire comme les Suédois l'ont fait, en substitution d'autres formes de fiscalité. Hein. Ils sont passés d'une fiscalité sur le travail, comme on a à peu près dans tous les pays, à une fiscalité qui est beaucoup plus orientée sur ce qu'on appelle les externalités négatives, donc tout ce qui est pollution, dégradation de l'environnement, etc. Et eux sont déjà à un niveau de 120 € la tonne ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire très très cohérent avec tout ce que je viens de vous dire. Bon, mais quand on regarde le reste du monde, on voit plutôt émerger aujourd'hui une sorte de demi-volonté hein, à aller vers les 30 € de la tonne, c'est-à-dire celui où les gens globalement se disent « allez oui, à terme, le charbon, il faut s'en défaire », mais où la principale utilisation, enfin la principale source énergétique devient le gaz naturel, qui est très abondant en plus dans le monde, qui a beaucoup de vertus, mais qui ne peut pas nous traiter le problème climatique, qui ne traite que partiellement. Hein, voilà. Mais c'est intéressant, vous voyez, de voir ça et de se dire, bon, il y a tous des enjeux techniques, technologiques qui sont à prendre en compte pour avancer, mais in fine, il faudra absolument accompagner cela, quelles que soient les décisions qu'on prenne, d'une réforme de fiscalité qui, malheureusement, en dehors de la Suède aujourd'hui, n'apparaît pas beaucoup. Hein, n'apparaît pas beaucoup, alors que ça devrait être une des priorités. Alors c'est vrai que le transport et les énergies associées sont une source de revenus, de taxes, hein, dans tous les pays extrêmement importantes, et que les gouvernements ne sont pas chauds à aborder tout de suite ces questions-là, parce que c'est un peu complexe. Mais enfin bon, ce que les Suédois ont fait, hein, je ne vois pas pourquoi d'autres ne seraient pas capables de le faire. Ils l'ont décidé il y a 30 ans, ils l'ont fait avec beaucoup de succès. Et je ne vois pas les Suédois se plaindre beaucoup de ce système.